L'image du samouraï, son code d'honneur, ça marque vraiment l'imaginaire, hein? Ah oui, c'est clair. Mais ce code, le Bushido, c'est bien plus qu'un vieux souvenir. Ça a profondément irrigué la culture japonaise et son influence, elle est toujours là. Tout à fait. Aujourd'hui, on va explorer un peu son évolution. On s'appuie sur un article qui retrace cette histoire et aussi sur un docu qui parle du Japon féodal. D'accord. L'idée, c'est de comprendre comment ce code est né, comment il a changé à travers les siècles, des champs de bataille jusqu'à aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il en reste en fait. Ok, explorons ça. Allons-y. Bon, tout commence dans un Japon féodal, très morcelé, beaucoup de guerres. C'est là que naissent les premiers samouraïs, au service des grands clans. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est comment leur éthique s'est construite. C'est un mélange assez unique. Ah oui. Il y a le shintoïsme, d'abord. Ça apporte la loyauté au seigneur, le respect des ancêtres, des traditions, très important. D'accord. Ensuite, le bouddhisme zen. Là, c'est plus la discipline mentale, la méditation, et puis cette sérénité face à la mort. Crucial pour un guerrier, évidemment. Logique. Et enfin, le confucianisme vient structurer tout ça. La fidélité, l'honnêteté, le sens du devoir, la hiérarchie sociale, tout ça. D'ailleurs, même avant le mot Bushido, des récits comme le Heike Monogatari montraient déjà ces valeurs. Intéressant. Alors, on avance, 12e, 17e siècle. Là, c'est l'âge d'or, si on peut dire. Beaucoup de conflits. Le guerrier discipliné devient essentiel. Absolument. C'est la période où le Bushido se formalise vraiment sur le terrain. Et la littérature de l'époque, elle est capitale pour codifier tout ça. Comme quel texte, par exemple ? On pense au Gorin no Sho de Miyamoto Musashi, très axé stratégie, état d'esprit au combat, ou le Hagakure de Yamamoto Tsunetomo. Ah, le fameux Hagakure. Oui, qui insiste beaucoup sur cette idée d'être prêt à mourir à chaque instant. L'honneur devient alors la valeur suprême. L'honneur avant tout. Exactement, l'honneur personnel, mais aussi celui du clan. C'est si fort que le seppuku, le suicide rituel, pouvait être vu comme le seul moyen de sauver cet honneur. Extrême quand même. Très. Et il ne faut pas oublier les onabugeisha, ces femmes guerrières qui suivaient aussi ces principes très stricts. D'accord. Et puis, basculement, époque Edo, 1603, la paix s'installe. Une longue paix. Oui, plus de 2 siècles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Que font les samouraïs sans guerre ? Ils se transforment. Ils deviennent administrateurs, bureaucrates, fonctionnaires, quoi. Ah oui, quand même. Et le Bushido doit s'adapter. L'accent se déplace des compétences martiales vers les vertus morales. Loyauté, honneur, justice, mais dans un contexte administratif. Donc moins de sabres, plus de gestion ? C'est un peu ça. Les arts martiaux continuent, mais comme discipline personnelle. On étudie aussi la littérature, la philosophie. Le Hagakure d'ailleurs, écrit en temps de paix, explore comment vivre honorablement sans combat permanent. Mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'idéaliser un peu ce passé guerrier justement parce qu'on est en paix ? C'est une excellente question. Oui, il y a sans doute une part de nostalgie, d'idéalisation. Le Hagakure insiste tant sur la mort, peut-être pour maintenir cet idéal vivant, même sans guerre. Vivre chaque instant avec détermination. C'était ça l'idée. Compris. Et puis, nouvelle rupture. 1868, la restauration Meiji. Fin des samouraïs, modernisation. Comment le Bushido survit à ça ? Eh bien, il est récupéré et réinterprété par l'État moderne. C'est une transformation clé. Récupéré comment ? Le gouvernement Meiji promeut une version du Bushido axée sur la loyauté non plus au seigneur, mais à l'empereur, à la nation. Le sacrifice, le devoir deviennent des vertus pour tous les citoyens. D'accord. Et un livre comme Bushido, The Soul of Japan, de Nitobe Inazo, écrit en anglais, va beaucoup aider à populariser cette image d'un idéal moral japonais. Ça s'infuse dans l'éducation, dans l'armée. Cela soulève une question importante sur la manipulation possible de ces idéaux, non ? Tout à fait, c'est une dimension complexe de cette période. L'idéal est mis au service d'une idéologie nationale. Et aujourd'hui alors ? Les samouraïs ont disparu depuis longtemps. Qu'est-ce qui reste de tout ça ? Des échos, un peu partout, dans les arts martiaux bien sûr, kendo, judo, la discipline, le respect, la maîtrise de soi. Oui. Dans la culture d'entreprise aussi parfois, cette idée de loyauté au groupe, de dévouement, avec des bons et des moins bons côtés d'ailleurs. J'imagine. On le sent aussi dans certaines pratiques culturelles comme la cérémonie du thé, l'ikebana, la recherche de simplicité, d'harmonie.
Et puis, l'éducation véhicule toujours des valeurs comme la droiture, le courage. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on résume, le Bushido s'est né comme un code guerrier, pratique, dans les guerres féodales. C'est ça. Il est devenu ensuite plus philosophique, moral, pendant la paix Edo, puis réinterprété pour servir la nation moderne. Oui. Et finalement, c'est devenu une sorte d'héritage culturel, diffuse, mais toujours présent au Japon. C'est un sacré parcours, hein. En effet. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière réflexion. Comment un code forgé dans la violence, la hiérarchie stricte du Japon féodal, peut-il encore nous parler aujourd'hui? Dans nos sociétés si différentes, démocratiques, mondialisées? Bonne question. Est-ce qu'il y a des leçons, disons, intemporelles, de discipline, de responsabilité, d'intégrité, qu'on pourrait peut-être réadapter, même au-delà du Japon, pour nos propres défis actuels? Ça mérite réflexion, non ?